C'était une promesse fondatrice. En 2012, à une semaine du premier tour, François Hollande l'affirme « J'inverserai la courbe du chômage ». Une fois élu, le président Hollande le répète, septembre puis décembre, l'engagement est solennel. Inverser la courbe du chômage d'ici 1 an. Et pourtant, l'exécutif se fait progressivement plus flou. Dans les déclarations, le délai disparaît. C'est une bataille et ça prendra tout le temps qui est nécessaire. L'Élysée assure que le président a été mal compris. Reste que fin 2013, la courbe n'est pas inversée. La promesse est abandonnée, une nouvelle ère est ouverte. Le temps est venu de régler le principal problème de la France, sa production. Oui, je dis bien sa production. Baisse du coût du travail, baisse d'impôts pour les entreprises, mais toujours aucune baisse du chômage. Le président évite le sujet. Ne le dites pas, ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine, poule de la reine, poule de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Valérie Trierweiler va mieux et elle se repose en ce moment à la résidence de la Lanterne. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. François Hollande s'est fixé un objectif, surprendre pour se faire entendre. Sur la forme, l'émission se fera sur ce plateau spécialement aménagé, un peu plus d'1 heure et demie, en 3 parties. D'abord, une interview portrait. Ensuite, un échange avec 4 Français, temps fort de l'émission. Enfin, un questionnement politique plus classique. Le chef de l'État a 3 idées en tête. Défendre son bilan depuis 2012, se poser en rassembleur face aux divisions, se tourner vers l'avenir et les chantiers qui restent ouverts. Vie quotidienne, quartier, service civique proportionnel, nombre de députés, autant de sujets sur lesquels le président entend apporter des précisions. Certains de ses proches lui ont conseillé de privilégier la pédagogie, d'éviter de multiplier les annonces. Comment juger alors de la réussite de la prestation? L'Élysée espère dépasser les 3 millions de téléspectateurs. TF1 fait le double habituellement. Il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Bien sûr, on va me dire parce que ma cravate n'est pas droite. Et où on en est là, quand on est sur ce jugement de la politique. J'entendais même qu'on me reprochait de manger des frites. Mais quelle est cette conception? J'essaie de me tenir. Si vous me posez la question, moi je refuse tout, mais surtout la vulgarité. À un moment, il faut aussi respecter la vie privée, l'intimité. Moi, je demande à être jugé sur tout ce que je fais. Mais pénétrer la vie privée, aller photographier, comme ça a été encore le cas de cet été, où j'étais en vacances, et vous toléreriez ça? Moi, je ne doute pas que cette émission sera importante.
importante pour convaincre les Français. Un quinquennat, c'est 5 ans, ne vous échappe pas. Et donc, il faut mettre à profit le temps qui nous reste, 2 ans et demi, pour poursuivre les réformes, faire adhérer les Français à ces réformes qui ont un but, rendre la France plus forte. « 1h55 du matin, environ 200 personnes s'opposent encore aux forces de l'ordre. À travers des jumelles de vision nocturne, un commandant de gendarmerie distingue une silhouette allongée au sol. Mediapart a publié un article important, Louis, c'était cet après-midi, c'était un article de Michel Deléan, j'en parlais tout à l'heure, il est intitulé « Sivens, la faute des gendarmes, le mensonge de l'État ». Est-ce que la première information que cet article contient, c'est que maintenant on en est bien sûr, Rémi Fraisse est mort parce qu'il a reçu dans le dos une grenade offensive qui lui a arraché toute la partie supérieure du dos, y compris une partie de la colonne vertébrale, et que donc il est mort sur le coup? Voilà, oui, c'est ce qu'écrit notre collègue donc Michel Deléan, qui est l'auteur de l'article, et qui a pu avoir accès aux premiers éléments de l'enquête. Mais ce qu'on apprend surtout dans cet article, donc, c'est que dès le dimanche matin, en fait, les autorités et l'État savaient que c'était une grenade offensive qui a tué Rémi Fraisse, et que pendant 48 heures, on a eu un brouillage des pistes. Donc, ce qu'on apprend, c'est que cette nuit-là, en fait, 40 grenades offensives tout de même ont été lancées par les militaires. Et c'est à ce moment-là que, équipés de leurs lunettes de vision nocturne, en fait, les gendarmes ont vu le jeune homme tomber et ont compris immédiatement ce qui venait de se passer. Enfin, on fait le lien de causalité entre la grenade et le corps. Donc, il a été récupéré par les gendarmes immédiatement. Immédiatement. Voilà. Et non pas comme dans une première version, à la fin des affrontements. C'est-à-dire qu'il y avait un communiqué, il y a eu un communiqué de la préfecture dès le dimanche qui était un peu plus flou, qui disait qu'un corps avait été retrouvé sur le lieu des affrontements sans qu'on ne fasse bien de lien avec la grenade qui avait été lancée. Et que ce qu'on apprend aussi dans cet article, c'est que la nuit même, en fait, le premier médecin qui examine le corps conclut à une explosion, ce qui sera confirmé le mardi suivant, donc le 27 octobre, lors du rapport d'autopsie officiel, où effectivement il est indiqué que le jeune homme a eu toute une partie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière arrachée par l'explosion et qu'il est mort sur le coup. Ce qui est assez choquant en fait, dans ce déroulé chronologique, si on regarde par rapport à la chronologie des annonces officielles, c'est que pendant 48 heures, donc, on a l'impression vraiment que l'État a brouillé les pistes. La jeune femme a quand même été opérée de la main sur des problèmes de nécrose, elle est arrêtée jusqu'au 21 novembre. C'est anodin par rapport au sujet de l'émission de ce soir, qui est le thème des armes. Excusez-moi. Là, il y a une personne qui est morte. En 2014, il y a eu 6 personnes tuées par la police. En 2014, il y a eu 7 personnes qui ont été mutilées, éborgnées au flashball. D'accord ? Juste à une manif à Nantes, 3 personnes ont été éborgnées en une seule manifestation. D'accord ? Donc cette violence-là, elle est systématique, elle se répète. Là, moi, je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment, tel qu'il est, moi, en tant qui ai été blessé par un tir de flashball, si ce qui se passe là, à savoir que la mort de Rémi, si ça passe comme ça, s'il ne se passe rien, c'est une part de nous-mêmes qui va mourir là. Parce que c'est quelque chose de très intime, cette humiliation-là, votre discours-là. Parce que là, sous votre ère progressiste, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sans légitimer la mort de Rémi ? C'est ça que vous faites depuis 1 heure. Vous aussi, vous avez du sang sur les mains. Vous aussi, vous avez du sang sur les mains. Le discours technocrate, là, c'est la même. OK ? Donc là, juste, c'est pas possible
hein, de continuer à se faire humilier comme ça. C'est pas possible de continuer à avoir des gens qui partout légitiment cette mort. Hein, et qui donnent des leçons sur qu'est-ce qui, oui ou non, qu'est-ce qui, oui ou non, parler de la violence des manifestants qui bafoueraient la mémoire de Rémy, hein, que le gouvernement se permette de faire ça. Mais juste, c'est impossible. Ça touche à quelque chose de très intime. Et là, juste, c'est plus possible. Il faut que là, il y a des manifestations partout. Il y a une immense manifestation à Toulouse National. À Toulouse, une manifestation nationale. Il y a une manifestation à Paris. Et il faut que tout le monde descende. En fait, là, parce que vous savez, le gouvernement, il n'a pas peur de la violence des manifestants. Le gouvernement, il a peur que tous les autres descendent dans la rue. C'est ça dont il a peur. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus à ma rencontre. Je m'exprime ce matin comme celui qui a été désigné par quelques récents sondages comme le meilleur représentant de l'opposition de gauche au président de la République et à sa majorité parlementaire restante. J'ai assisté, comme beaucoup, avec une certaine sidération à l'exercice auquel il s'est prêté hier soir. J'y ai vu un naufrage et une étape supplémentaire de la riquitisation de sa fonction, de sa personne et de notre patrie. Une collection de truismes. La guerre est brutale, a-t-il dit, nous l'avons appris grâce à lui. Être sincère, c'est sa conviction, et ainsi de suite. Il a improvisé devant nous le rôle de conseiller de Pôle emploi. Il lui reste à apprendre que conseiller à Pôle emploi est un métier qui nécessite une qualification et que visiblement il ne l'a pas. Face à la crise, pour résumer, il a trouvé 3 solutions. 15 000 emplois de plus d'avenir qui ont déjà été votés par l'Assemblée nationale, une aide aux chômeurs seniors à qui il propose d'acquérir une bonne formation professionnelle avant de partir à la retraite. Et enfin, une invention de dernière minute, le travail forcé gratuit pendant 3 mois, rebaptisé service universel, à propos duquel, paraît-il, il pourrait même organiser un référendum. Le caractère pitoyable de ces annonces qui n'en sont pas était surtout navrant pour les générations qui se sont arc-boutées au travail pour faire de notre pays un pays qui sans cesse progressait quant à la qualité de la vie et du progrès social. Hier soir, avec colère, avec rage, nous avons vu quelqu'un qui se réclame de la gauche faire une série d'annonces, les unes après les autres, strictement favorables au MEDEF, et reprenant la plupart des revendications de l'organisation patronale qui lui a répondu ce matin en annonçant que cela ne suffirait pas et qu'elle organiserait des manifestations de rue. Qu'avons-nous appris? Que les seuils qui permettent l'élection de divers organismes de la représentation des salariés, comme par exemple les comités hygiène et sécurité, seront revus, que le travail du dimanche sera imposé, et que la retraite passerait à 63 ans. L'unique et maigre avantage arraché par ceux qui avaient accepté la précédente réforme des retraites, c'est-à-dire le compte pénibilité, qui permettait, à condition d'avoir été exposé pendant 25 ans à un poste de travail pénible, d'avoir le droit de partir à la retraite au même âge que dans la période précédente. Cette pénibilité sera revue par un procédé approximatif où ce n'est plus le législateur mais un parlementaire et un patron qui auraient à discuter ensemble de la manière de réduire à néant ce petit quelque chose. Quant au reste, la France tout entière a appris, et notamment la jeune génération, que le cap qui est dorénavant proposé, c'est 50 milliards d'économies, c'est-à-dire payer la dette.
La politique de la France, son avenir, son futur, ses projets, c'est payer la dette. C'était, pour finir, non seulement une soirée MEDEF, mais surtout une soirée monarchique. Pas un mot sur les guerres qu'il a déclenchées, un passage sur sa vie privée dont on se serait bien passé, et pour finir, quand on lui pose la question du fonctionnement des institutions, il dit qu'il n'y répondra pas car ce serait une diversion. Améliorer la démocratie en panne dans notre pays, ce serait une diversion. On le comprend de la part d'un monarque qui déclare des guerres sans demander l'avis du Parlement, gouverne sans majorité parlementaire et persiste dans une politique dont il est absolument certain, visible et notoire, qu'elle ne peut aboutir à rien, pas plus en France d'ailleurs que dans le reste de l'Europe, dont il n'aura pas dit un mot de critique, alors même qu'elle est en train de basculer cette Europe dans la récession. Mais nous l'avons vu, après avoir fait le conseiller Pôle emploi, devenir le maire de Paris et recommander l'exposition universelle des Jeux Olympiques et mettre sur le même plan le championnat d'Europe de foot et la conférence climat. Bref, loin d'avoir tiré les conclusions de l'absurde obstination de ceux qui s'arc-boutent sur les grands projets inutiles, comme Notre-Dame-des-Landes, le barrage du Testé, et ainsi de suite, il en propose et recommande d'autres, y compris contre la volonté du maire de Paris. À tout cela, la dérision ne peut plus suffire, ni même le constat répété que l'habit est trop grand pour le personnage. La France, en tout cas, est trop grande pour lui. C'est à elle, maintenant, de prendre la parole. Je l'appelle à se mobiliser à l'appel du collectif AAA, qui regroupe des organisations syndicales et politiques et associatives, le 15 novembre, en allant dans la rue. En particulier à Paris et dans les grandes capitales régionales. Mais à Paris essentiellement. Ne laissez pas faire, Français. Ne vous contentez pas de le regarder le sourire en coin. Il y va de notre avenir commun. La France ne doit pas accepter de rouler à l'abîme dans lequel l'entraîne cette politique et ce personnage. Enfin, je vous appelle à m'aider dans l'entreprise que j'ai impulsée avec plus de 63 000 de nos concitoyennes et concitoyens qui ont déjà donné leur signature à la demande de la convocation d'une assemblée constituante pour changer les institutions. Vous n'en finirez jamais, Français, de ces façons de gouverner monarchiques, obstinées, fermées, que nous avons vues hier soir, où l'on compense par des petites plaisanteries et des remarques qui nous font honte, comme cette référence à la tournée des bistrots que le chef de l'État assure avoir fait pour nous rassurer sur sa capacité à nous comprendre. Vous n'en finirez jamais si vous ne changez pas la règle du jeu. C'est au peuple de prendre le pouvoir. C'est à lui d'assumer la responsabilité du pays. Voilà pourquoi le mouvement M6R.fr est au centre de l'activité que je vous propose. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas tromper par cette usurpation permanente qui préside à l'État aujourd'hui. Merci. Sophie de Ravinel du Figaro. Vous parlez du mouvement M6R et nulle part on ne voit plus le logo du Front de gauche. Est-ce que vous avez définitivement abandonné le Front de gauche? Oh, je ne sais pas si cette question passionne ceux qui nous écoutent, mais non, le Front de gauche est une coalition extrêmement importante. Je l'ai fondée avec d'autres et j'y suis très attaché. Mais il faut maintenant voir en grand, c'est-à-dire s'adresser non pas seulement à ses amis, ils sont évidemment les premiers concernés, mais à tous les Français. Changer l'organisation de la démocratie de notre patrie concerne tout le monde. Et c'est de cette façon que nous pouvons sortir par le haut. Sinon, est-ce que nous allons trébucher d'une violence à l'autre? Est-ce que nous allons maugrer, tourner, rager
supporter tout cela sans rien dire, sans rien faire, d'autre que de tenir chacun sa petite banderole ou son petit drapeau. Voilà pourquoi j'en appelle, puisque c'est ma tâche, celle que je me suis donnée dans l'ensemble de toutes celles qu'il y a à accomplir, à appeler à cette transformation des institutions, ce changement de la règle du jeu. Voyez-vous, madame, si nous voulons par exemple que la situation sociale de notre pays change, c'est-à-dire que l'on ne permette plus que les entreprises françaises soient bradées par des capitaux errants qui entrent et qui sortent et les détruisent au passage, il faut bien que des droits constitutionnels limitent le droit d'usage du capital, tandis que celui du travail est tellement limité. Ou bien, si l'on veut que le chef de l'État fasse autre chose qu'une petite plaisanterie en fin d'intervention sur le sommet climat qui aura lieu en France, il faut bien inscrire dans la Constitution la règle verte, c'est-à-dire l'idée que l'on ne prendra pas davantage à la planète que ce qu'elle peut récupérer. Bref, il faut faire mieux que des phrases, des mots, il faut passer aux actes. Et voilà pourquoi je mets toute mon énergie dans cette idée qui, à mon avis, est de nature à rassembler la majorité des Français, et pas seulement ceux qui ont confiance dans les idées que j'énonce le reste du temps. Pierre Laurent devrait samedi faire il fait son truc là à Montreuil, une conférence nationale, quelque chose dans le genre. Il devrait appeler les frondeurs, en gros leur dire on en a marre de rigoler avec vos abstentions, si vous votiez contre, on pourrait faire une nouvelle majorité. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire avec cette gauche qui aujourd'hui s'oppose à Hollande ou s'abstient vis-à-vis de la politique d'Hollande, ou est-ce que c'est pas avec eux qu'il faut travailler? Bien sûr, il faut travailler avec tous ceux qui ont été élus en juin 2012 pour faire une politique et qui, comme nous, voient avec colère que c'est une politique exactement contraire qui est appliquée. Car la politique que pratique aujourd'hui François Hollande, c'est celle de M. Sarkozy, qui en est si navré qu'il se propose de revenir pour faire pire encore que ce qu'il avait fait la fois d'avant. Il y a une espèce de course entre eux, à savoir lequel sera le plus à droite, lequel nuira le plus aux acquis sociaux de notre pays et disputera le plus tous ces progrès que nous avions faits au cours des décennies précédentes à tous ceux qui ont fait l'effort de les accomplir. Alors Pierre Laurent a fait un bon et utile travail, il est allé chez les uns, les autres, il a parlé avec eux, et je comprends qu'il soit très déçu de voir que pour finir, ceux-là même qui s'agitent beaucoup, pour terminer, ne votent pas en pensant aux Français, mais votent en pensant à la crainte que leur inspire M. Valls ou M. Hollande, qui les menacent de ne pas les reconduire dans leurs investitures et les menacent d'une dissolution, si bien que ces députés se sentent davantage députés de Hollande et de Valls que du peuple français. Mais j'approuve les efforts qu'il a entrepris. Je me réjouis à l'idée que certains pourraient venir rejoindre l'opposition de gauche et travailler avec nous. Au demeurant, nous avons une occasion, nous sommes des républicains, et les Français qui nous écoutent, ou qui s'intéressent à ce que je peux avoir à leur dire, savent qu'ils doivent jouer jusqu'au bout le jeu de la démocratie s'ils ne veulent pas ensuite s'abandonner à d'autres expériences plus violentes que je vois se mettre en place, et notamment celle qu'incarne Madame Le Pen avec son programme de guerre civile. Eh bien, utilisez les prochaines élections qui se présentent, utilisez vos bulletins de vote, et je propose que, plutôt que d'en rester aux anciennes formules qui se contentent d'accords entre organisations, qui sont nécessaires, eh bien, ce soit des assemblées citoyennes qui désignent les candidats, notamment aux prochaines élections départementales. Bref, il ne faut pas ressasser le passé. Et nous, les premiers, nous ne devons pas ressasser le passé. Nous devons sans cesse inventer des formes nouvelles, nous mettre en mouvement, essayer de trouver une issue dans la situation dans laquelle nous sommes enfermés. Je ne parle pas de nous, le Front de gauche, qui avons tenu bon, qui avons su résister à toutes les pressions. Je parle de notre pauvre pays. C'est lui qui doit réagir. Et il faut donc lui proposer les moyens de le faire dans des conditions qui soient honorables et démocratiques. Et républicaine, cela va de foi, c'est ce que je m'efforce de faire à cet instant. Quoi d'autre? Vous avez parlé au début de l'intervention de réquitisation de la fonction, je reprends vos termes. Est-ce que le début de l'intervention du président Hollande sur sa vie privée était pour vous une erreur? Moi, je me garderais bien de donner des conseils dans ce domaine, car ce serait sans doute aggraver la situation. Je pense que la vie privée et la vie publique sont deux domaines qui doivent être strictement séparés. Mais dans ce secteur, on aurait tort de lui faire des reproches à lui. Je veux dire, le reproche vaut à celui qui pose la question. Quelle étrange idée que d'aller interroger le chef de l'État sur sa vie privée. Que pouvait-il faire une nouvelle fois, refuser d'y répondre comme il l'a fait dans le passé? Je trouve que le procédé n'était pas loyal. Et par conséquent,
François Hollande s'est un peu naïvement laissé piéger à se faire enfermer dans cette affaire. Mais quand je parle de riquitisation, c'est que nous avons vu le chef d'État français, c'est-à-dire la deuxième puissance économique de l'Europe, répondre à la place d'un conseiller Pôle emploi à des situations particulières de tension et ne pas dire un mot de la politique de l'Europe, ce qui veut dire que dorénavant, pour François Hollande, Mme Merkel fait ce qu'elle veut. Et lui, François Hollande, n'a plus qu'à faire de l'accompagnement, des rustines, des sparadraps qu'il distribue personnellement et en direct à la télévision. Il y avait là quelque chose de choquant. De même que se laisser dire par un chef d'entreprise, tout à fait honorable, que la solution, c'était la baisse des cotisations sociales et la réduction des droits des syndicats quand on était un président de gauche, et ne pas avoir un mot de protestation pour anticiper ce qu'il a bien fallu qu'elle dise à la fin, après avoir dit du mal des syndicats et des cotisations sociales. Il a bien fallu qu'elle dise que ce qui comptait, c'était le carnet de commandes, ce que je dis depuis le début. Si les carnets de commandes étaient pleins, il n'y aurait plus ni crise, ni problème de chômage, ni aucun des problèmes que nous rencontrons. Donc la seule question qu'a à se poser le chef de l'État, c'est comment faire que les carnets de commandes soient remplis tout en ayant une relance de l'activité qui soit écologiquement soutenable. C'est ça le fond de l'affaire. J'ai proposé une piste, on peut la discuter. Cet homme ne parle jamais avec personne, n'écoute personne, sinon le ronron habituel de ce qu'il a appris dans les classes du néolibéralisme. J'ai proposé une piste, j'ai proposé l'économie de la mer. Ça fait plus d'1 an que j'explique ça, que la France, puisqu'elle est si forte et si puissante, ce qui est mon avis, si avancée techniquement, pourrait se lancer dans cette direction. Et alors nous aurions un volant d'entraînement. Pourquoi refuse-t-il cette idée? Pourquoi se réfugier dans l'attitude absurde qui consiste à distribuer de l'argent à n'importe qui, n'importe comment, pour en plus, à la fin, se faire en plus, en direct, prendre à partie par un chef d'entreprise et s'exposer à des manifestations de chefs d'entreprise, que je mets en garde. Ils font des manifestations, c'est leur droit. Mais nous pouvons aussi en faire. D'ailleurs, nous en faisons une le 15. Mais ça ne sera pas la seule. Et je les informe que si par-dessus le marché, après avoir pris 50 milliards au pays, sans offrir un seul emploi en contrepartie, ni même dire merci, ils avaient l'impudence de venir par-dessus le marché dans la rue, ils nous y rencontreraient certainement, un peu plus loin et pacifiquement. Mais nous dirions notre indignation. D'ailleurs, on ne va pas attendre, on va s'indigner dès le 15 novembre pour leur dire maintenant, ça suffit. 50 milliards, ça suffit. Et maintenant, c'est au patronat du CAC 40 de prendre sa responsabilité, c'est-à-dire de redémarrer l'économie du pays. Ce n'est pas au coiffeur du coin, ce n'est pas à la TPE, la très petite entreprise ou à la moyenne entreprise de prendre en charge la relance économique du pays. C'est aux grandes entreprises de donner le signal qui relance l'investissement au lieu de distribuer des dividendes et que cet investissement étant relancé, toute l'économie du pays puisse enfin respirer. C'est eux qui étouffent le pays. C'est eux qui étouffent le pays. C'est eux qui étouffent le pays. Et s'ils prennent leurs responsabilités au lieu de ne se préoccuper que de leurs dividendes, alors la France ira mieux. Mais on peut aussi se passer d'eux, je veux le leur dire. Quoi d'autre? Sur les grands projets aussi annoncés à la fin, vous y avez fait référence, je n'ai pas vraiment compris quelle était votre opinion dessus. Ben, c'est-à-dire que si moi-même j'avais compris ce qu'il voulait dire, ça aurait arrangé les affaires. Parce qu'il nous apprend qu'il est pour l'exposition universelle. Bon, le maire de Paris n'en veut pas, mais apparemment, lui, si. Alors, bon, qui décide? Et quelle est cette affaire? Ces deux-là sont censés appartenir au même parti, non? Ils pourront au moins se parler avant. On apprend qu'il pose la candidature de la France aux Jeux Olympiques. Où, quoi, comment, pour quelle année, de quoi parle-t-on? On ne sait pas. On apprend seulement qu'il est favorable à ce genre de démonstration. Mais ce n'est pas du tout notre avis. Pas du tout notre avis. Dans une période comme celle que nous vivons, nous ne sommes pas d'accord pour que... on repart dans l'idée de se lancer dans des grands travaux inutiles, des milliards d'investissements, dont on a vu d'investissements inutiles, dont on a vu qu'ensuite ils tournent mal, comme ça a été le cas à Londres, comme ça a été le cas à Athènes et dans combien d'autres pays. C'est la seule idée qui lui vient à l'esprit. C'est assez pitoyable et on a des raisons de penser que cet homme vraiment vit hors sol. Je pense que les Français n'ont rien compris, ce qui heureusement va le protéger de leur colère. Parce que hier soir, on ne savait pas ce qu'il avait réellement l'intention de faire. Oui. C'est bon? Oui. Félix Sanchez de Mediapart. Je voulais avoir votre point de vue sur la mobilisation lycéenne qui a lieu actuellement, et également vous entendre sur la mort de Rémi Fraisse. On sait d'ores et déjà que le rapport d'autopsie en fait permettait de savoir assez rapidement que la mort de Rémi Fraisse était due à un tir de grenade.
Les parents de Rémi Fraisse ont demandé des réponses du gouvernement. Quel est votre point de vue là-dessus? Écoutez, les circonstances ont fait que je me trouvais sur place le jour de la manifestation. Je n'y suis pas resté jusqu'à la soirée et je me suis exprimé séance tenante sur le décès de ce jeune garçon dont on ne savait pas au départ qui il était. On a annoncé qu'ils avaient trouvé un corps. Je vous rappelle ces circonstances car pendant plusieurs heures, nous sommes restés sans information alors qu'elles étaient disponibles. Naturellement, je félicite le travail qui a été fait notamment par votre journal, pour élucider progressivement les circonstances. Car on ne pouvait pas compter sur l'autorité publique pour le faire. C'est au point qu'il a fallu quasiment arracher le fait qu'un juge d'instruction prenne en charge cette question, alors qu'il y avait mort d'homme. Le barrage du Testé fait partie de ces projets inutiles qui, lorsqu'ils rencontrent une résistance citoyenne, viennent sur le devant de la scène et permettent de constater comment des décisions sont prises à l'usage exclusif de très petit nombre de personnes. Et sans vraiment que toutes les garanties d'intérêt public, d'intérêt général, soient réunies, et je m'exprime là avec beaucoup de modération. J'ajoute que la nature n'est pas la propriété de telle ou telle catégorie sociale, puisqu'on m'objecte souvent qu'un nombre de paysans significatifs de cette région serait favorable à ce barrage. La nature est notre propriété à tous. La propriété de la terre est seulement un droit d'usage à mes yeux. Au demeurant, c'est un bien commun que l'eau, c'est un bien commun que cette nature. Je le dis pour mettre les choses à leur place. Tous les citoyens de France, les citoyennes, ont un droit de regard sur tous les projets, lorsqu'ils ont un impact comme celui-ci annonce qu'il en aura un. Au demeurant, c'est une installation mise au service d'un modèle d'agriculture productiviste dont nous ne voulons plus et qui est à l'évidence une catastrophe écologique dans le monde entier. Voilà pour le fond. Les événements qui ont conduit à la mort du jeune Rémi Fraisse, à mesure que passent les heures, c'est clair, et l'on s'aperçoit que des forces considérables ont été déployées alors qu'il n'y avait rien à protéger, même pas du matériel de chantier. Elles ont donc été amenées là pour qu'il y ait des incidents, finit-on par se dire. Et ça m'amène à une précision. Ce que l'on appelle l'ordre public et le maintien de l'ordre public, que pour ma part, je préfère appeler la sûreté, ou bien la garde de la paix, comme cela se faisait avant qu'on adopte ce vocabulaire et ces instruments guerriers pour maintenir ce qu'il est convenu d'appeler l'ordre, mais qui, dans la circonstance, a été un désordre. Ce n'est pas la responsabilité des exécutants. Je veux être bien précis. Les doctrines d'emploi du matériel sont strictement codifiées. Et bien sûr, chacun est responsable, personnellement, du strict respect de ces doctrines d'emploi. C'est vrai. De la même manière qu'un cheminot est strictement responsable des consignes qu'il doit appliquer quand il conduit sa locomotive. Et il n'est donc pas question d'éluder les responsabilités personnelles. C'est la vie qui est faite comme ça. Un médecin est responsable aussi des actes qu'il pose par rapport à son patient. Mais il s'agit là de quelque chose de plus important que la responsabilité individuelle. Si nous nous abandonnions à ne considérer la situation que sous cet angle, cela voudrait dire que l'ordre public est en quelque sorte une sorte de consentement dans une bataille rangée entre des fonctionnaires de police ou de gendarmerie et des manifestants. Pas du tout. L'ordre public résulte de la loi. La loi est voulue par nous tous et c'est sa légitimité. Par conséquent, cet ordre est consenti. Il doit être consenti. Et donc la responsabilité politique est engagée tout le temps, à tout moment. C'est ça la République. Et le ministre a beau prendre des pauses et même à la limite se présenter comme une victime ou un défenseur de la mémoire du jeune décédé, pourquoi faire à la fin se défausser sur les gendarmes qui se trouvaient sur place? Il dit la justice doit éclaircir
Mais nous n'avons pas besoin de la justice pour savoir que M. Cazeneuve doit démissionner. Nous n'avons besoin de savoir qu'une chose, en démocratie, le maintien de l'ordre n'est pas une guerre. Et par conséquent, il ne doit pas y avoir de mort. Je fais observer que, après le décès de Malik Oussekine, le ministre responsable avait démissionné. Le ministre responsable du projet, M. Devaquet, pas le ministre de l'Intérieur. Mais là, on verrait, sous un gouvernement soi-disant de gauche, le système de l'irresponsabilité politique affiché et assumé. Pour moi, le ministre de l'Intérieur doit démissionner. Ce n'est pas sa personne qui est en cause, c'est la fonction et la respectabilité de l'ordre républicain à l'égard des citoyens. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a des violents. Je le sais, j'ai eu à en connaître personnellement. Mais précisément, maintenir l'ordre intègre le fait qu'il y a des violents. On voit qu'ils sont assez équipés pour faire face à ces violents. Et donc, la violence de certains manifestants n'est pas un argument suffisant pour justifier d'une façon ou d'une autre qu'à la fin il y a un mort. La différence entre une opération de police ou de gendarmerie et une action militaire est tout entière dans cette situation spéciale qui est que le droit de manifester est un droit constitutionnel, quand bien même certains en abuseraient-ils. La liberté, elle est d'abord garantie au profit des vertueux. Et ceux qui ne le sont pas ne sauraient, de ce seul fait, en priver les autres. Alors, la démission du ministre me semble être la solution à laquelle il faudra bien que le gouvernement finisse par venir, à moins de s'exposer, en plus du mépris qui déjà l'accable, à un état d'ébullition permanent qui, dans le pays, et notamment dans sa jeunesse, viendrait à faire conclure à chacun qu'au fond, ce qu'on appelle les forces de l'ordre ne sont jamais représentés ni responsables de rien du tout. Les parents du jeune homme ont raison de demander la vérité, et il est, à vrai dire, proprement stupéfiant que l'unique argument du chef de l'État hier soir ait été de dire qu'il avait commandé une enquête pour demander comment fonctionnait le matériel de la gendarmerie. On aurait envie d'éclater de rire, tellement c'est pitoyable. Mais en fait, c'est terrifiant de voir ça. Alors voilà, c'est ça la réponse à la mort de ce jeune homme. Le chef de l'État demande une enquête sur la nature du matériel employé par la gendarmerie d'une manière tout à fait légale et décidée de longue main, je crois. Après, bien sûr, moi, je ne suis pas surpris de la tournure que prennent les événements. J'observe une tendance constante à la criminalisation de l'action sociale. Je rappelle que le chef de l'État a refusé d'amnistier les syndicalistes et les militants associatifs qui avaient été condamnés dans la période de M. Sarkozy, où l'on jugeait à tour de bras et on condamnait beaucoup du fait de l'action civique de ces personnes. Eh bien, François Hollande n'est pas revenu là-dessus. Et chacun voit bien et a pu observer, notamment à Nantes, qu'il y avait un usage disproportionné de la force. On ne doit pas oublier qu'à Nantes, il y a eu des personnes très gravement blessées à l'occasion des chocs qu'on y avait observés sur l'affaire de Notre-Dame-des-Landes. En ce sens, François Hollande, Emmanuel Valls, qui en a fait un fonds de commerce, aimerait qu'on leur attribue des vertus, d'énergie, dont je trouve qu'ils tâchent de les acquérir à très haut coût pour notre société. Voilà, quoi d'autre? Une dernière question peut-être. Madame Duflot a indiqué ce matin à la revue Charme qu'elle avait les épaules pour 2017. Qu'elle avait? Les épaules pour 2017. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez prêt à y retourner en 2017? Je félicite Madame Duflot, non seulement pour ses épaules, mais surtout pour sa tête. Parce qu'elle a agi d'une manière extrêmement déterminée et efficace à la suite de la mort de Rémi Fraisse. J'approuve la demande de minute de silence qu'elle a fait devant l'Assemblée nationale, parce que je crois que c'était une réponse qui était de nature à montrer à la jeunesse de notre pays que la représentation nationale se sentait aussi heurtée qu'elle-même l'est. L'Assemblée a manqué de ce minimum de sentiment de l'émotion collective. Et peut-être
de son devoir de représentation. Oui, il fallait représenter l'émotion de la France, et à ce moment-là, une minute de silence n'aurait nui à personne. Je désapprouve le formalisme qui a conduit à refuser ce moment de rassemblement, et je remercie Madame Duflot de l'avoir proposé. En ce qui concerne 2017, j'aimerais être capable de faire des projets à cet horizon, et beaucoup sans doute comme moi. Mais la situation est devenue tellement instable, tellement périlleuse de bien des façons, que tout ça pourrait aller beaucoup plus vite que prévu. Quant à moi, la vie s'est chargée de me montrer que des fois, des projets à 1 an ne tenaient pas 3 mois parce que tel ou tel événement de l'existence, tel ou tel accident de santé peut contrarier vos projets. Ce que je sais, c'est qu'en 2017, si c'est bien en 2017 que les décisions vont à se prendre, il faudra faire mieux qu'une bataille rangée de personnes. Et que le pire serait de recommencer les sketchs précédents. En 2017, il faut mettre à l'ordre du jour le changement des institutions. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la place particulière que j'aurais à occuper à ce moment-là, et dont de toute façon je serai content. Je voudrais que l'élection de 2017 fonctionne comme un référendum pour le changement des institutions, pour que finisse la monarchie présidentielle qui nuit à notre pays. Français, regardez bien, on vous aura dit qu'en concentrant tous les pouvoirs, on est plus efficace. Ce n'est pas vrai, on n'est pas plus efficace tout seul que collectivement. Ce n'est pas vrai. Au contraire, en confiant tous les pouvoirs à une personne, vous vous exposez au risque qu'il y a à se tromper de personne. Et dans un système qui sélectionne toujours le moins-disant, vous finissez toujours par avoir un imbécile. Là où vous auriez besoin d'avoir quelqu'un qui ouvre les bras à tous les autres. En tout cas, si, je dis bien si, je devais jouer un rôle en 2017, je dis bien si, mon objectif serait que ce soit la dernière élection présidentielle de cette nature et qu'on change les institutions et que la clé du palais maudit soit jetée à la Seine. Que le peuple retrouve son pouvoir, que l'Assemblée nationale retrouve ses couleurs, bref, qu'une Assemblée constituante soit venue remettre le peuple français au centre de la vie politique alors qu'aujourd'hui il est tenu en marge. Voilà le vrai enjeu. Et je mets en garde tous ceux qui pourraient s'aventurer à s'imaginer des destins personnels dans une situation comme celle que nous vivons. L'heure est d'abord celle des objectifs pour le pays tout entier, pas seulement pour soi-même. Pas seulement pour soi-même, pour le pays. Si nous continuons comme nous sommes en train de le faire, c'est-à-dire cet asservissement devant la Commission européenne, cette humiliation devant le gouvernement de droite allemand qui décide maintenant pour tout et pour tout le monde, quand bien même le président de la République a fait le même constat que moi sur les raisons pour lesquelles l'Allemagne prend de telles décisions uniquement en pensant à une cible électorale qui favorise Mme Merkel, qui sont les retraités par capitalisation. Le grand peuple français, qui est si nombreux et sera encore plus nombreux, et bientôt le premier peuple d'Europe, ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ne peut pas continuer à vivre dans cet abaissement et non seulement la soumission à une instance européenne, mais à un personnage qu'on finit par traîner d'un plateau de télévision à l'autre pour raconter sa vie privée et répondre soi-disant aux problèmes individuels des Français. Voilà, vraiment, j'adjure qu'on ait des idées, des projets, des ambitions à la hauteur du pays, et pas seulement de sa... Oula, où étais-je pendant ce temps? En train de faire la fête? Vous allez nous le dire. Eh bien, j'étais à la délégation de l'Union européenne et de la CAN, Communauté andine des Andes, à propos de l'accord qui intervient entre l'Union européenne et l'Équateur.